Bonjour et bienvenue sur le canal. Aujourd'hui, nous avons déménagé à Tivoli très près de Rome, avant de commencer notre visite de la Toscane. Nous avons visité deux endroits magnifiques. D'abord, Villa d'Este, l'un des symboles de la Renaissance italienne, et qui est un joyau architectural et paysager. Nous nous rendons ensuite à Villa Adriana, une véritable merveille impériale romaine. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de nous donner like, vous souscrivez et activez les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Villa d'Este est un joyau architectural et paysagiste de la Renaissance italienne. Situé à quelques kilomètres de Rome, dans une zone verte et luxuriante. En ce qui concerne le parking, l'option la plus proche est un parking payant, et qui est gratuit dans les zones non marquées par des lignes bleues. Depuis ce parking dans une agréable promenade, vous arriverez ce peu de temps à Villa de Accent Aigu Est, et dont nous vous laissons comme toujours l'emplacement dans la description de la vidéo. Le prix pour visiter ce magnifique endroit est de 12 €, qui, comme vous le verrez, vaut certainement la peine de payer. Villa d'Este est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001. L'histoire de ce lieu est liée au cardinal Hippolyte de d'Este, fils de la célèbre Lucrezia Borgia, qui a ordonné la construction de la villa en 1550. Habitué à la splendeur des cours de Ferrara, de Rome et de France, Ippolito de d'Este fit tout son possible pour être élu pape, mais après la nomination de Jules III comme pontife, il fut choisi par celui-ci comme gouverneur vitalicien de Tivoli. L'héritier de la famille d'Este décide de se consoler en charguant l'architecte Piero Ligorio, la construction de la merveilleuse Villa d'Este avec ses fontaines, grottes et jeux d'eau, en créant son propre paradis personnel, en continuant à construire la villa même après sa mort. Cette magnifique villa a été construite dans une vallée appelée Gaudente, où se trouvait autrefois le couvent franciscain de Tivoli, et que le pape Jules III avait cédé à Hippolyte, après sa nomination comme gouverneur. Peu de temps après la fin de avoir terminé les travaux en 1572, le cardinal Hippolyte mourut, mais la famille n'arrêta pas dans sa tâche d'embellir la villa et les jardins en ajoutant de plus en plus de sources. Au cours du XVIIIe siècle, la ville tomba dans une période de décadence, qui s'aggrava même lorsqu'elle passa aux mains des Habsbourg. Au milieu du XIXe siècle, lorsque les ducs de Modène donnèrent le droit royal de la villa, par le cardinal Gustave von Anlot, les réformes ont été réalisées avec lesquelles la villa a de nouveau accueilli d'importantes figures du monde culturel. Avec la Première Guerre mondiale, la villa est devenue la propriété du Stade italien, qui a entrepris une nouvelle phase de restauration et l'a ouvert au public. Les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ont endommagé la ville, et immédiatement après la guerre, une restructuration radicale a été effectuée. Après la restauration, son apparence et son état actuel. Après avoir visité le Palazzo, où nous admirerons les fresques de ses murs, et où nous aurons une impressionnante vue panoramique depuis la soi-disant salle du trône, nous descendrons dans les fabuleux jardins, lesquels sont assis sur des terrasses, et entourés de plus de 500 fontaines et sculptures qui rafraîchissent le lieu, évoquant les anciens jardins suspendus de Babylone. Pour nourrir les fontaines, on a utilisé les eaux de la rivière Anienne, qui a conduit l'eau souterraine, traversant le centre historique de la ville. En utilisant des canaux,
des réservoirs et des aqueducs pour amener à l'eau les différentes parties du jardin. Sans doute ce qui se distingue le plus, en dehors de ces beaux jardins, sont son infinité de fontaines. Nous trouvons en premier lieu la belle fontaine du Bicchierone, attribuée déjà à Lorenzo Bernini, et qui représente un magnifique calice soutenu par une gigantesque coquille. À sa droite se trouve la Fontana dell'Ovato ou fontaine ovale, appelée ainsi pour sa forme particulière. En elle, une statue d'Albunea, la nymphe prophétique ou Sibylla Tiburtina, est flanquée par les représentations en marbre des rivières Aniene et Ercolano, les fleuves de Tivoli. À proximité se trouve la Fontana dell'Organo. Elle est appelée ainsi parce qu'elle est dotée d'un mécanisme qui, alimenté par l'eau, permet d'entendre des sons semblables à ceux d'un organe, des sons dont vous pourrez profiter pendant votre visite à certaines heures de la journée. Très proche nous trouvons le spectaculaire Cento Fontane ou 100 fontaines, dans lesquelles l'eau jaillit de 3 très longs canaux parallèles, disposés sur 3 niveaux différents qui constituent un seul jeu hydraulique. Les Cento Fontanes flanquent une longue promenade rectilineuse, qui va de la fontaine ovale jusqu'à la soi-disant Fontana della Rometta, qui est une évocation en miniature de certains des plus importants bâtiments de l'ancienne Rome. À proximité, nous trouvons une autre fontaine sonore, la Fontana della Civetta ou fontaine hibou, qui, comme la fontaine dell'Organo, émet des sons à certaines heures de la journée. Un autre endroit spectaculaire est le Peschiere, ou les étangs de poissons, 3 grands étangs rectangulaires, disposés l'un après l'autre dans le centre du jardin et qui représentent une perspective continue sur la Fontana di Nettuno. Dans ces étangs entourés de beaux jardins, de précieuses espèces de poissons étaient introduites, qui étaient capturées par tous ceux qui séjournaient dans la ville, pour être ensuite cuisinées et dégustées par les invités. À l'un des extrémités de le Peschiere, nous trouvons la merveilleuse fontaine di Nettuno, ou fontaine de Neptune, située sous la fonte dell'Organo, et qui est sans aucun doute la source la plus importante de la ville. Construite sur l'ancienne fontaine de Benigni, après 2 siècles d'abandon, elle a été restaurée en 1927, lui donnant son aspect spectaculaire actuel. Mais en dehors de ces sources, vous pourrez en profiter beaucoup d'autres, et vous pourrez prolonger votre visite à cette magnifique villa, que nous avons abandonnée pour nous diriger vers une autre ville, tout aussi spectaculaire, qui n'est pas autre que Villa Adriana, située au cœur du Lazio, est l'un des sites archéologiques les mieux soignés et les plus visités d'Italie. Témoignage archéologique de la grandeur de l'ancien empire romain. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez pas de problème, car vous disposerez d'un parking payant à l'entrée de la villa, qui pour un tarif réduit sortira de profiter de cet endroit magnifique. Le prix de l'entrée est de 12 €, et que sans aucun doute comme Villa de Accent Aigu vaut la peine de payer. Construite entre 118 et 138 après Jésus-Christ, la Villa Adriana est la plus grande d'un empereur romain, et dans laquelle l'empereur Adriano a demandé à reproduire à l'intérieur, les lieux et les monuments qu'il avait le plus impressionnés pendant ses voyages. L'entrée à Villa Adriana s'ouvre sur une muraille de près de 9 mètres de haut, le seul côté qui est resté intact de la cour d'origine, et il reste accès à la plaie Peucile, dont le nom provient du portique polychrome d'Athènes, qui avait suscité une grande admiration chez Adriano.
À l'intérieur, nous trouvons l'étang d'origine restauré. À ses côtés se trouvent les restes de l'Antinéon construit en l'honneur d'Antino, pendant un temps amant de l'empereur. Nous continuons à parcourir le spectaculaire Peucile, avec des dimensions de 232 x 97 mètres, jusqu'au bâtiment TRECèdre ou bâtiment avec 3 exèdres, un bâtiment de plan central, dont les côtés semi-circulaires lui donnent la forme d'un trébol. Cet édifice était un vestibule au service de la ferme de poissons, le bâtiment avec Péchira ou palais d'hiver, et qui était la résidence privée d'Adriano. En raison de la beauté des marbres et de la grande expertise avec laquelle les chapiteaux et les colonnes ont été travaillés, ce bâtiment est considéré comme d'une grande importance au sein de la villa. Les différents environnements orientés vers le nord étaient utilisés en été pour les banquets officiels. Très proche nous trouvons le Grandi Thermes, les grandes thermes, qui attirent l'attention par leur grandiosité. Les grandes thermes doivent leur nom à la taille des chambres, et étaient destinées au personnel de service de rang moyen et bas. La géométrie de ces impressionnantes salles de bain respecte parfaitement celle d'un complexe thermal classique. Nous pouvons trouver le soi-disant poditérium, qui remplissait les fonctions de vestiaire, la sudatio ou salle de soudure, le calidarium ou salle d'eau chaude, le tépidarium ou salle à eau tiède, le frigidarium ou chambre à eau froide avec piscine pour nager, ou le gymnase. Malgré la beauté et la décoration de ces thermes, comme nous le disons, elles étaient dédiées au personnel de service, étant reliées par un tunnel le Cento Camerel, qui étaient les chambres du personnel de service. En suivant notre parcours, nous arrivons à ce qui, sans aucun doute, est le lieu le plus célèbre de l'ensemble, le Canopo, dominé par un étang spectaculaire de 119 par 18 mètres. Sa fonction à l'intérieur de la villa était d'approcher une partie de l'empire très aimé par l'empereur Adrien, à quelques milles de Rome, en Égypte. De l'architecture à la fontaine et aux groupes sculpturaux du Canopu, tout rappelle la zone du même nom dans le delta du Nil. L'étang était entouré de colonnes et de sculptures, et les restes donnent une idée de la magnificence de la promenade dans cette zone. Le côté sud de la piscine se termine par une exèdre monumentale, qui abrite une fontaine en cascade, et est couronnée par un buste de la déesse Isis. La fontaine était alimentée par une citerne, et une fois activée, elle pouvait créer une réplique parfaite de la croissante de rivière Nil. L'exèdre est décoré de statues de style égyptien, et étant donné son emplacement dans le complexe de Canopu, elle a été identifiée à l'époque comme une réplique du Sérapio, le temple de Sérapi qui s'élevait à Canopo d'Égypte. À l'heure actuelle, on pense que l'exèdre était une salle destinée aux banquets de la haute société, pendant lesquels les invités de l'empereur pouvaient profiter des beautés d'Égypte. Nous quittons ce magnifique lieu, et à un niveau supérieur nous trouvons le soi-disant Praetorio, qui a été identifié comme l'hébergement des prétoriens, qui était au service de l'empereur, mais il est supposé qu'il a probablement été utilisé par le personnel de service comme logement. Nous y trouvons deux parties différentes. Dans la partie inférieure, nous trouvons des chambres étroites et avec un sol en bois, et la partie supérieure était réservée aux personnes de rang supérieur, car elle permettait l'accès aux zones du palais utilisées par l'empereur.
Très proche nous trouvons les soi-disant piccole thermes, les petits thermes, et qui représentent l'un des bâtiments les plus luxueux de la villa. En raison de leur emplacement et de leurs caractéristiques, ces thermes ont probablement été utilisés par l'empereur Hadrien. Nous poursuivons notre promenade, traversant différentes stations de la villa, en arrivant à l'appelée Piazza d'Oro, ou Place d'Or, et qui doit à son nom la riche décoration architecturale et sculpturale qu'elle possédait, mais qui a perdu au lac du temps, étant dépouillée à partir du XVIe siècle de tous les matériaux précieux, pour enrichir les villas des seigneurs de l'époque. Nous continuons notre visite et nous arrivons au bâtiment avec Pilastri Dorici, ou salle des piliers doriques, et qui lançait plusieurs zones du palais impérial. Une agréable promenade nous emmène au terme avec Helicaminus, ou terme à Helicamino, l'une des plus anciennes de la villa. Nous y trouvons une salle circulaire spectaculaire et grande appelée Helicaminus, dont les salles de bain prennent leur nom. La salle avait de grandes fenêtres orientées vers le sud-ouest, et un grand trou central appelé lumen. Le lumen pouvait s'ouvrir ou se fermer, et permettait de réguler le flux de vapeur dans la salle et l'accès des rayons du soleil, étant pour cette raison appelé Helicaminus, et était utilisé, comme Plinien se souvient, pour prendre des bains de soleil. Très proche de ces termes, nous trouvons une autre construction spectaculaire, le soi-disant théâtre maritime, qui, contrairement à son nom, n'était pas consacré à des représentations théâtrales, hébergant sur une île intérieure un élégant domus. L'île artificielle de forme circulaire, d'un diamètre de 45 mètres, est entourée par un canal sur lequel l'empereur nageait pour se détendre, constituant un petit paradis de paix et de tranquillité à l'intérieur de l'impressionnante villa. Et dans ce magnifique endroit, nous terminons notre visite à Rome et au Lazio, et commençons notre visite de la belle région de la Toscane.